Mes amis, nous retrouvons Yves-Marie Adeline pour nos chroniques de la royauté. Vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, nous remontons le temps méthodiquement pour essayer de comprendre ce que la royauté nous a légué dans les institutions actuelles, puisque c'est un peu ça la question que nous nous posons. Alors la semaine dernière, on a fait un épisode sur Louis XVI où plein de gens ont découvert des choses sur Louis XVI parce que en réalité, plus on remonte le temps, plus la culture historique se dissout. Nous sommes entourés de victimes de l'éducation nationale. On en parlait hors antenne. Yves-Marie a commis un livre que je cite, alors je ne l'ai pas sous la main, il a commis un livre qui s'appelle L'économie encadrée, où il explique que l'État nous protège. Donc on rappellera quand même que Yves-Marie est jeune et a la naïveté de croire que l'éducation nationale protège nos enfants. Euh, et, et, donc, et, donc, grâce à cette protection très efficace, plus personne ne sait ce qu'est l'histoire de France, ou en tout cas très peu de gens, et c'est moi, pauvre belge, comme on dit souvent, français de papier. J'en profite pour dire, je ne suis pas français de papier, je suis français de sang, mais français de l'étranger. Et c'est moi qui, au fond, régulièrement, quand je croise des gens sur Internet, je leur dis, mais l'histoire de France ne s'est pas passée comme vous semblez le dire. Et je constate qu'il y a notamment un vrai obscurantisme des royalistes sur le sens de la République. On en a discuté, on a fait des émissions sur ce sujet. J'ai apprécié d'ailleurs votre position, Yves-Marie, qui est une position qui consiste à dire que il y avait un mouvement historique qui dépassait le conflit royauté-république. Mais donc, on a convenu qu'on parlait aujourd'hui de Louis XIV, sujet inépuisable. Est-ce qu'on peut essayer de dire en quoi Louis XIV a influencé notre époque et en quoi les institutions de la République et un certain nombre de politiques publiques aujourd'hui sont les héritières de Louis XIV? Mais très rapidement, redites-nous où il se situe dans les années où il est né et mort, et puis redites-nous où il se situe dans la lignée des Capet, puisque Les Capétiens, les Capets, c'est une invention révolutionnaire, ça. Capet, c'était un surnom qu'on avait donné au premier, qui est Hugues, bon, qui est issu des Robertiens lui-même, enfin, et parce qu'il avait la charge du manteau de Saint-Martin, la cape de Saint-Martin, parce qu'il était chanoine de Tours, vous savez, ce monastère où l'on conservait la chape de Saint-Martin, Marmoutier, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on l'avait surnommé Capet, parce que, voilà, mais c'est un surnom. Il n'y a jamais eu de nom de famille. Et à la Révolution, comme on lui cherchait un nom, on ne pouvait pas, que 16 Louis de France. C'était pas possible puisqu'on était en République et donc on lui a trouvé ce surnom Capet. Et bref, donc chez les Capétiens, il est né en 1638. Il fait partie disons, de la dernière branche des Capétiens qu'on appelle les Bourbons, qui existent toujours, bien entendu, qui sont très nombreux, non pas en France, mais hors de France, avec tous ceux qui descendent justement d'un petit-fils de Louis XIV qui était Philippe V d'Espagne. Et alors là, il y a tous les Bourbons d'Espagne, les Bourbons Séville, les Bourbons Sicile, les Bourbons Parme. Mais donc, c'est cette branche des Bourbons. Autrement dit, Louis XIV, il est né en 1638, il est le fils de Louis XIII, pardon, et il va vivre très longtemps parce qu'il va mourir en 1715. Il est roi à 5 ans, donc ça ne veut pas dire grand-chose, évidemment, il n'exerce pas le pouvoir, mais il est roi en 1643, voilà. Et pour essayer de comprendre le phénomène Louis XIV, ou cette époque Louis XIV, il va falloir évidemment rappeler quelles étaient les circonstances dans lesquelles cet homme-là est arrivé. Il est, de tous les rois que nous connaissions, celui qui aura régné le plus longtemps. Alors, en réalité, si vous fouillez chez les principicules allemands, mais vraiment les principicules, vous trouvez des gens qui ont régné encore plus longtemps que... Saxe-Cobourg-Gotha, sans doute. Alors, ça c'est bien, un Belge, pardon, un Liégeois qui parle.
Eh bien non, c'est pas des Saxe-Cobourg-Gotha, mais enfin il y a des principicules qui donc ont régné sur leur petite principauté rikiki plus longtemps encore que Louis XIV. Mais Louis XIV, son règne, c'est 72 ans. Alors, on triche un peu parce qu'on dit la reine d'Angleterre n'a pas réussi à rattraper le score de Louis XIV. Enfin, quand Élisabeth II monte sur le trône, c'est déjà une jeune femme. Louis XIV, il avait 5 ans, c'était un enfant. Donc, en réalité... Il ne régnera pas effectivement à 5 ans. Alors, il règne, mais il ne gouverne pas, voilà, à 5 ans. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est une expression que vous ne pouvez pas comprendre, mais enfin, évidemment... J'ai tellement comprise que vous vous êtes trop tiré par les cheveux. Et donc, c'est vrai que même quand on cherche dans l'Antiquité, il y a une légende, mais à laquelle on ne croit pas, qui est Pépi II, pharaon Pépi II, qui aurait régné 90 ans. Bon, évidemment, tout ça, c'est un peu farfelu. Voilà, donc il est l'homme qui... Mais alors, que se passe-t-il entre ses 5 ans et ses 18 ans, période où il ne gouverne pas? On est dans une période de très grande instabilité politique. Sa mère est régente. Jamais la France n'a été autant gouvernée par des femmes que sous la royauté, puisque à une seule exception près, les régences étaient assurées par la mère des rois. La seule exception étant justement après Louis XIV, son cousin, son neveu bien sûr, le duc d'Orléans, le fameux régent. Aujourd'hui, quand on parle du régent, il n'y en a qu'un. Hein, et quand on dit un meuble régent, c'est lui. Donc, ça montre bien que toutes les autres fois où il y a eu des régents, c'était une femme qui était la régente. Et donc, qui exerçait le pouvoir. Et il se trouve que on est dans l'enfance de Louis XIV, on est dans une France qui a énormément bénéficié du génie de Richelieu sous Louis XIII. Et Richelieu a présenté à la mère de Louis XIV, qui est une princesse d'Autriche, Anne d'Autriche, mais enfin quand on dit Anne d'Autriche, c'est les Habsbourg d'Espagne, hein, ce qui explique bien des choses plus tard avec l'Espagne. Mais et il a présenté Mazarin, et Mazarin, sans avoir le génie absolu de Richelieu, est un très grand ministre principal, ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu un premier ministre, et c'est de là. Il était italien, Mazarini, oui. Ces deux-là ont gouverné la France. Ces deux étrangers, une espagnole et un italien, ont gouverné admirablement la France, ont admirablement défendu les intérêts de la France contre les grands du royaume, et notamment ils ont eu affaire à ce qu'on a appelé la Fronde, c'est-à-dire un mouvement de revendication politique de la grande noblesse contre le pouvoir royal. Et de fait, nous sommes à un siècle où la France aurait pu basculer dans un système un peu à l'anglaise, avec une noblesse au pouvoir aux dépens du roi. Et donc, Louis XIV, dans son enfance, était très marqué par cette indiscipline. Le peuple en avait assez de ces troubles provoqués. Yves-Marie, on redit cette scène où Louis XIV, le petit Louis XIV, doit quitter le Louvre au milieu des troubles, et c'est presque Macron au Puy-en-Velay, poursuivi dans la rue par les Gilets jaunes. C'est une scène pas très loin. Oui. Ils ne portaient pas de Gilets jaunes à l'époque. Les grandes familles ne portaient pas de Gilets jaunes, mais il vit des scènes de cet ordre. Non, oui, mais les Gilets jaunes, c'est le peuple. Tandis que là, on a affaire quand même à une fronde des grands. Et Louis XIV, sa famille le fait se réfugier à Saint-Germain, au château de Saint-Germain. Et c'est vrai que Louis XIV gardera un souvenir pénible de son enfance. Cela dit, il a, disons, une dizaine d'années quand la Fronde prend fin. Il ne gouverne pas encore véritablement parce qu'il y a toujours Mazarin et sa mère, et puis il va finir par vraiment exercer, après la mort de Mazarin, il va exercer lui-même le pouvoir, et il va instaurer un pouvoir tout à fait personnel. Il va écarter sa mère, etc. Et il va supprimer la fonction de ministre principal. Il va s'entourer de ministres, assez peu nombreux d'ailleurs,
Quand on va à Versailles, qui est un petit palais, contrairement à ce qu'on croit, par rapport au Louvre, qui est le plus grand palais du monde, si vous allez dans la salle du Conseil des ministres, vous êtes étonné par cette espèce de table qui est pas plus grande qu'une grande table de salle à manger dans un château privé, un château de plaisance dans nos belles provinces. Il a peu de ministres, mais ce sont vraiment des professionnels. Ce ne sont pas des sortes de pirates qui ont pris d'assaut la République à l'occasion d'une victoire présidentielle et qui se partagent comme ça. Je pourrais raconter des épisodes, des anecdotes que j'ai vécues quand je travaillais dans des cabinets. Donc ça n'a rien à voir, ce sont des spécialistes. Alors, il a quand même, au début de son règne, un très grand personnage qui s'appelle le Colbert. D'abord, vous constaterez que Louis XIV, et on lui en a beaucoup voulu, enfin la grande noblesse lui en a beaucoup voulu, il a été tellement traumatisé par la Fronde des Grands qu'il a écarté la grande noblesse du pouvoir pendant toute la durée de son règne. Et il n'a appelé au pouvoir que des gens qui étaient issus de la bourgeoisie, quitte à les anoblir. Il a anobli Colbert, il a anobli Letellier, qui est devenu Louvois, etc. Bref, mais c'était des gens qui étaient vraiment sortis du tiers-état, si on peut dire, et dont il a fait les plus hauts personnages de l'État. Et le duc de Saint-Simon lui en a tellement voulu qu'il a écrit des âneries sur Louis XIV que naturellement la République se plaît à répéter avec des choses complètement absurdes, des faux mots historiques complètement inventés, du type l'État c'est moi, de choses qu'il n'a jamais dit. C'est Mélenchon qui est l'auteur de cette Oui, mais Mélenchon n'a pas tort. Il a dit la République, c'est moi. Et je crois qu'il a raison. Mélenchon, c'est le clergé de notre régime. Donc, il incarne l'âme de la République, c'est-à-dire les coupeurs de tête, les sans-culottes, etc. Ça, je le crois très volontiers, je pense. Alors, on sait bien que ce n'est pas dans cet esprit-là que Mélenchon le dit, mais il y a quelque chose de très vrai. Quand il dit la République, c'est moi, oui, bien sûr, c'est Mélenchon, la République. Bien plus que Bellamy, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, donc ça ne veut pas dire que parce que c'est le clergé, le peuple, c'est pas Mélenchon, bien sûr, le peuple, c'est bien plus Le Pen et autres que Mélenchon. Bref, si on revient à notre Louis XIV, repréciser justement sur ce point, de Louis XIV au fond, et c'est une conséquence de la Fronde, une répercussion de la Fronde, de Louis XIV naît l'idée que la conduite de l'État doit être confiée à une forme de bureaucratie, à une technostructure, à des fonctionnaires, à une fonction publique, qui vient en doublon, au fond, des élus locaux, enfin de ce qui sera ensuite les élus locaux. C'est-à-dire que Louis XIV se méfie de ces grands suzerains qui sont des ducs, absolument. Et il va sur place créer des surintendants qui vont être l'équivalent ou une préfiguration des préfets ou des percepteurs des impôts. Il va structurer l'État contemporain. C'est exactement ça. Et de fait, à partir de Louis XIV, on peut vraiment dire que la noblesse est déchue de son rang. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous avais dit dans des capsules précédentes, j'aime bien le mot que vous trouvez, que en 89, la noblesse n'a pas du tout le pouvoir qu'a la noblesse anglaise, par exemple, à la même époque. Et ça, c'est Louis XIV qui a vraiment donné à la France un visage beaucoup plus proche de celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors, cela dit, jacobinisme, ce qu'on a appelé le jacobinisme, qui est un peu le poumon de la Révolution, c'est une continuation de Louis XIV. Oui, il s'enracine dans cette tradition de la monarchie qu'on appelle absolue. Il faut comprendre le mot. Le mot vient de Jean Bodin, sous le règne d'Henri IV, enfin en tout cas, qui va théoriser le futur règne d'Henri IV en disant il faudrait que le roi soit libre absolutus, absolvere, ça veut dire je te délie, hein, comme quand vous détachez les lacets de vos chaussures, c'est absolvere. L'absolution, alors vous, ça vous dit rien, mais chez les catholiques, quand ils vont recevoir beaucoup d'inquiétude surtout. Le sacrement de réconciliation, ils sont absous. Donc, l'absolutisme, ça voulait dire ça. Le roi ne peut pas être la proie ou l'otage de groupes de pression de quelque nature que ce soit. Alors, sous
sous l'époque de Jean Bodin, c'était les guerres de religion entre catholiques et protestants. Donc le roi devait être au-dessus de tout ça. Et là, en fait, on voit cette tradition absolutiste qui a commencé avec Henri IV et qui évidemment atteint, disons, son épanouissement en plein et entier avec Louis XIV. Et Louis XIV, il faut dire qu'il arrive au bon moment, à une époque où le peuple aspire à ce qu'un homme d'ordre vienne imposer le pouvoir de l'État contre les grands. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans notre histoire, parce qu'on a vu le désir d'un peuple auquel a répondu le génie d'un homme. Car il est évident que la France n'a jamais eu un chef d'État aussi grand que Louis XIV, dont le génie était universel. C'était quelqu'un d'inimitable. Il était compétent en toutes choses, et même en art. Il y a des livres qui sortent là-dessus. Je me souviens d'un livre qui s'appelait Louis XIV architecte. Ça ne veut pas dire que lui-même était architecte de profession, mais quand on lui soumettait des projets, il choisissait toujours les meilleurs. Il avait un nez comme ça. Alors, est-ce qu'il bénéficie d'une époque? C'est possible. Napoléon n'a pas eu la chance d'avoir autour de lui des génies artistiques aussi puissants que sous Louis XIV. Mais Louis XIV, ne l'oublions pas, c'est Corneille, c'est Racine, c'est Lully, c'est Molière, pardon. Molière, Racine, c'est Lully, c'est Charpentier. C'est-à-dire que la France, sous son règne, va atteindre son apogée. Elle est la plus grande puissance du monde. Alors, ça va se payer souvent par des guerres, et notamment 2 guerres, l'une au début de son règne et l'autre vers la fin de son règne, où la France va vaincre l'Europe. Et c'est le seul homme, alors il ne s'agit pas d'être un belliciste en disant ça, mais c'est le seul homme qui ait vaincu l'Europe. Jamais ni Napoléon, ni Hitler, n'ont vaincu l'Europe. C'est-à-dire que lui, la France était tellement puissante qu'elle était capable de s'affronter à toutes les nations européennes coalisées contre elle. Cela dit, bon, c'est pas forcément ce dont il a été le plus fier, parce que sur son lit de mort, il a dit « j'ai peut-être trop aimé la guerre et les bâtiments ». Il a énormément embelli Paris. On imagine que les Invalides, c'est Napoléon, pas du tout. On a mis le tombeau de Napoléon aux Invalides, qui est une création de Louis XIV, très humaine qui plus est, parce que ça porte bien son nom. C'était destiné aux militaires devenus invalides à cause de la guerre. C'était un hôpital, les Invalides. Ça l'est resté. Ça l'est toujours. Et donc, il a créé ça. Il a énormément embelli Paris, mais c'est un campagnard. Et la passion de Louis XIV, c'est pas du tout à cause de la Fronde qu'il a quitté le Louvre. La passion de Louis XIV, c'est les jardins, la campagne. Et donc, il s'installe à Versailles, qui est un petit pavillon de chasse de son père, de Louis XIII, et il va l'agrandir pour en faire cette espèce de prodige architectural que toute l'Europe a voulu imiter, qui plus est après ça. Mais en fait, quand vous voyez les choses, c'est un petit palais, beaucoup trop petit pour les 10 000 personnes qui y résident, non pas qui y résident, mais qui le fréquentent chaque jour. Et quand vous visitez d'ailleurs Versailles, il y a la chambre du roi, la chambre de la reine, et puis quoi? Le reste, c'est les princes un peu comme ça, et vous imaginez les courtisans. Or, les courtisans, il les fait venir à Versailles, les fameux grands du royaume dont on parlait à la dernière capsule. Et là, ces gens-là, on a des témoignages comme ça de Madame de Sévigné qui dit en ce moment, il n'y a plus que des estropiés dans la galerie de Versailles, dans la galerie des glaces et tout ça, parce qu'il leur fait payer là l'impôt du sang. Vraiment, dans toutes les guerres que la France a conduites, ces gens-là sont envoyés au combat. Il a obtenu la maîtrise sur terre, et puis un de ses plus grands admirateurs, qui est Voltaire, qui a écrit un livre au titre évocateur, Le siècle de Louis XIV, il a dit non seulement il s'est fait de grandes choses durant ce siècle, mais c'est lui qui les a faites. Et il a dit non seulement il a dominé la terre, mais il a aussi dominé la mer. On est vraiment à l'apogée de la France. La France est maîtresse des mers et maîtresse de la terre. Alors que ça a toujours été très compliqué pour la France de relever les 2 défis, parce que c'est le seul pays d'Europe qui ait 4
rives. Il y a la mer du Nord, bon, vous connaissez ça, en bon belge, fut-il liégeois. Il y a la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Aucun autre pays n'a comme ça 4 terres. Et malgré tout, ce que n'a pas l'Angleterre, des frontières terrestres à défendre. La puissante Espagne, qui évidemment sous Louis XIV la perd de sa superbe. Les Flandres, qui ont été redoutables, Guillaume d'Orange, etc. L'Angleterre, les États allemands, etc. Bref, on avait des frontières à défendre, terrestres, mais on avait aussi des mers à dominer. Et sous Louis XIV, eh bien, la France domine les deux. Je vois que Louis XIV vous met en joie. Il y a un aspect que vous n'avez pas complètement évoqué, enfin 2 aspects d'ailleurs, concernant les arts, parce que si on regarde l'héritage laissé par Louis XIV, on reprécise que, vous l'avez dit, il était au fond à la tête de beaucoup de concours d'architecture, mais allô ? Oui, mais je vous entends, oui. Alors, attendez, voilà, je vous ai perdu. Il était à la tête de beaucoup de concours d'architecture, lui-même s'impliquait dans les choix artistiques. Et il y a eu des débats, puisque d'abord, il est à l'origine d'une grande politique de subvention de la culture, qui est une politique de propagande en faveur, enfin, d'exaltation de son propre régime, qui est quand même à l'origine du ministère de la Culture. Si la France s'est distinguée à un moment donné, c'est en partie grâce à cette intelligence que Louis XIV avait eue de comprendre que pour établir le prestige de son royaume, de son trône par rapport à sa noblesse, il avait intérêt à mettre en scène ce pouvoir, notamment de façon artistique. Mais il y a eu quand même des cas plutôt amusants, puisqu'il avait fait venir le fameux sculpteur italien Le Bernin, qui, au fond, a livré plusieurs projets, notamment un projet de rénovation de la façade du Louvre, qui est devenue la façade à double colonnade, que finalement Louis XIV a confié à Perrault, un architecte français. Et il y avait quand même chez Louis XIV, une espèce de relation complexe avec la culture italienne notamment, et une forme de souverainisme culturel, une exception culturelle française. Je ne sais pas si on peut parler de souverainisme ou d'exception culturelle. Je pense que dans la grande tradition de François Ier, qui a fait venir Léonard de Vinci en France, etc., c'est quand même quelqu'un. Lully, alors il n'a pas fait venir Lully, mais disons que Lully, il a assuré sa gloire. Il ne faut pas oublier que quand Lully arrive en France, d'abord il est aux cuisines, puis il est au simple violon dans l'orchestre, et puis on découvre son génie, et finalement il va être un compositeur officiel du roi. Donc je ne sais pas si vous voyez les choses comme ça. Qui plus est, il avait des liens très forts avec l'Espagne, parce que sa mère était espagnole, sa femme était espagnole, ce qui fait qu'à un moment, il a revendiqué la couronne d'Espagne, non pas pour lui, mais pour sa femme, parce qu'effectivement, sa femme était le successeur légitime, puisqu'il n'y avait pas de succession exclusivement masculine en Espagne, contrairement à la France. Et donc, ça va donner la guerre de succession d'Espagne, tout ça, et qui explique pourquoi il y a aujourd'hui un Bourbon sur le trône d'Espagne, qui est Philippe VI, l'actuel roi d'Espagne. Là encore, la France a dû se battre contre toute l'Europe pour imposer cela. Et simplement, il a cédé sur un point, à savoir que la même personne ne pouvait pas être à la fois chef d'État français et chef d'État espagnol. C'est ça le traité d'Utrecht. C'est pas une renonciation des Bourbons d'Espagne au trône de France, c'est une renonciation à la double couronne. Mais vous pouviez choisir à la limite. Bon. Donc cette question-là, qui aujourd'hui a été un peu artificiellement réactualisée, voilà comment il faut la traiter quand on se place du point de vue du traité d'Utrecht. Donc je ne sais pas si on peut parler de un peu comme au 19e siècle, vous savez, d'école nationale. Je ne sais pas si on peut aller aussi loin quand même. Il n'y a pas cette idée de... Vous savez, Louis XIV parlait de 16 États. Enfin, on n'était pas aussi centralisé, même si vous avez raison de souligner, ce qui a d'ailleurs été souligné par de grands historiens,
il y a quand même une solution de continuité entre, disons, le centralisme de la monarchie française, on va dire à partir de la victoire de la France dans la guerre de Cent Ans. À partir de là, il ne reste guère plus que le duc de Bourgogne à vaincre, et encore c'est un prince d'Hélice. Et ensuite, les grands, peu à peu, vont être matés par le pouvoir. Il y a, c'est vrai, une solution de continuité. Mais ça ne veut pas dire que tout État protecteur doive tourner à l'Union soviétique. Donc, c'est vrai que la République a un peu exagéré cela, notamment en brisant les identités régionales avec les départements, etc. Donc, il y a certainement eu un moment, c'est un peu comme la théorie des catastrophes de René Thom, c'est-à-dire que vous posez une bille sur une chaise, vous penchez la chaise, au bout d'un moment, la bille tombe. Bon, c'est le même mouvement, si on veut, sauf qu'à partir d'un moment, une catastrophe se produit, même s'il y a une solution de continuité dans le geste. Donc, je ne sais pas si on peut aller aussi loin que ça, quand même. Alors, il y a un deuxième aspect dans le règne de Louis XIV, c'est sa relation avec le pape et Oui. les fameux enjeux gallicans entre ce qu'on a appelé à l'époque le césaropapisme et la théocratie pontificale. Parce que Oui. la couronne de France a toujours eu une espèce de rivalité avec Oui. le pape sur… Une résistance. Ouais, une résistance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, c'est une résistance parce que aucun roi de France n'a prétendu disposer des âmes. Simplement, la France étant mère des lois, c'est un pays de juristes, elle a toujours su se défendre, et ça date pas de Louis XIV, ça, elle a toujours su se défendre contre des prétentions qui ont pu exister chez les pontifes. On pense à des gens comme Innocent III, par exemple, le plus brillant d'entre eux, qui disait, mais après tout, le plus important, c'est le salut des âmes plutôt que le salut des corps. Donc, je suis une sorte de roi des rois de ce point de vue-là. Voilà, c'est l'espèce de constantinisme à l'envers. C'est pas l'empereur qui convoquait les consciences, c'était le pape qui convoquait les puissances temporelles. La France, elle ne s'est pas laissée faire. Elle ne s'est jamais laissée faire. Alors, après, de là à défendre un gallicanisme sourcilleux, pointilleux comme celui de Louis XIV, c'est vrai qu'il y avait une marge et le roi s'est retrouvé souvent en conflit avec le pape à cause de ça. C'est toujours très compliqué sous la monarchie française, cette cohabitation entre, qui aujourd'hui le problème est résolu, puisqu'il n'y a plus qu'une seule autorité, c'est l'autorité politique qui détermine le bien et le mal au Palais Bourbon. Mais à l'époque, il y avait une cohabitation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. À la fois, on voit quelqu'un comme Bossuet se permettre dans des sermons d'apostropher le roi, avec le respect que l'on doit à toute autorité, bien sûr, politique, mais tout de même, il lui dit des choses qu'aucun évêque aujourd'hui en France n'oserait dire. Regardez, encore une fois encore, maintenant on est tellement habitué pour l'élection européenne, c'est-à-dire la conférence des évêques de France qui, une fois encore, se couche devant le pouvoir en appelant les ouailles ou ce qu'il en reste, puisqu'il y a guère plus que 1,8% de pratiquants réels, c'est-à-dire de chaque dimanche en France, en les appelant à soutenir les partis de gouvernement et la politique macroniste, etc. C'était quand même pas ça à l'époque. Il y avait quand même une indépendance d'esprit que l'on retrouve chez Bossuet. Mais c'est vrai que Louis XIV se méfiait de la possibilité que le pape pouvait se donner d'empiéter sur la politique. Ça s'est déjà vu. Donc, on a parlé de gallicanisme. Voilà, de gallicanisme, c'est-à-dire comme on a parlé d'anglicanisme, vous voyez. Enfin, jamais Louis XIV n'a franchi le pas comme Henri VIII en Angleterre et ne s'est prétendu chef de l'Église de France. Quand même, il a toujours su rester un véritable catholique. Mais c'est vrai que ça s'est fait quelquefois un peu dans le conflit. D'autre part… C'est important de le préciser parce que moi, je lis beaucoup de commentaires sur… Sous la monarchie, sous l'Ancien Régime, il y avait une entente parfaite, une unité entre l'Église et l'État, et la République a été inventée pour détruire l'Église, et puis depuis cette époque, rien ne va plus. En réalité, sous Louis XIV déjà, il y a une question, il y a des frictions entre le Vatican et la couronne de France. Parce Alors, qu'il le y a Saint-Siège, une parce que rivalité.
Oui. La personne morale, c'est le Saint-Siège. Hein. Le Vatican, c'est une colline de Rome, donc c'est la géographie. Et surtout qu'à l'époque, il y a les États de l'Église en plus. Donc, disons le Saint-Siège. Oui, bien sûr, ça n'a jamais été simple et ça ne pouvait pas être simple. Encore une fois, aujourd'hui, le combat a cessé faute de combattants. Si vous lisez un admirable article qui est sorti dans le Courrier des Stratèges qui s'appelle L'échec social de l'Église en France, que votre serviteur a publié dans vous savez, dans la rubrique spiritualité d'Édouard Husson, je montre avec des statistiques à l'appui cet échec et notamment le fait que l'Église aujourd'hui, enfin le clergé, j'entends, hein, se range derrière le pouvoir avec bien plus comment dirais-je, de fidélité que même, parce qu'on critique le patriarche de Moscou, par exemple, pour être très lié au président russe. Bah, ça a toujours été un peu comme ça, avec le modèle constantinien. Normalement, l'Église catholique ne devrait pas l'être, justement, parce qu'il y a une autorité qui est indépendante, justement, qui dispose même de son propre État. Donc, c'est vrai que je fais partie de ceux qui regrettent le temps où il y avait réellement ces deux pouvoirs. Comme disait Vladimir Volkov, ce sont comme deux rails qui vont dans la même direction, mais sans jamais se croiser, du moins dans le principe. Alors après, l'application du principe, c'est compliqué. Il y a le chef d'État qui peut vouloir déborder sur l'affaire spirituelle, et puis le chef spirituel qui peut vouloir déborder sur la sphère politique. Mais le principe, il existe quand même. Il existe un principe. On sait bien que rien n'est parfait dans ce bas monde. Donc oui, il y a eu des frictions. C'était pas la première fois. Pensez à Philippe le Bel. Là aussi, il y a eu des frictions terribles. Et d'autres rois, il y en a même qui ont été, où on voyait le pape abuser de son pouvoir spirituel en excommuniant des rois pour des raisons purement politiques, etc. Donc, les torts sont partagés. Ils sont des deux côtés. Je ne fais pas partie de ceux qui critiquent Louis XIV sans retenue dans son comportement avec la papauté. Et puis, il y avait aussi la grandeur de cet État, de cette monarchie, qu'il a imposée à tout le reste du monde. Je vous rappelle qu'à partir de Louis XIV, l'ambassadeur de France, où qu'il soit, passe devant tous les autres ambassadeurs. Et ça durera encore. Après la défaite de la France, je vous ai raconté ça dans une autre capsule, comment Louis XVIII passe devant tout le monde à Vienne, au congrès de Vienne, etc. C'est une tradition qui avait été imposée. Le français étant la langue diplomatique, ce sont les barbares venus d'Amérique, puisque depuis que l'Amérique existe, les invasions barbares ne peuvent plus venir de l'Est, mais de l'Ouest. Et ce sont eux qui vont imposer la chute du français comme langue diplomatique au congrès de Versailles. Donc voilà, toute cette grandeur française, nous en devons une grande partie, disons, à Louis XIV. Et puis on a parlé des artistes, mais on devrait aussi parler de la science, des techniques. Le canal qui relie l'Atlantique à la Méditerranée, le fameux canal du Midi. Le fameux canal du Midi, pour éviter de devoir faire le tour par Gibraltar, etc., par le sud de l'Espagne. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait naturel. Enfin, c'était un exploit technique, ce qu'il a réussi là. Donc, il y a aussi une France qui est une France d'ingénieurs. Et effectivement une politique d'État qui n'est pas faite pour vous plaire, vous, libertariens, mais un colbertisme qui fait que la France... Alors là, je suis d'accord avec vous pour votre côté, ce que vous appeliez le souverainisme tout à l'heure, c'est pas faux, quand il a voulu que la France crée elle-même ses propres tapisseries, les Gobelins, etc., Aubusson, ou crée sa porcelaine, enfin encore que ça, c'est une lutte qui va durer longtemps avec la Saxe, mais avec des espions envoyés là-bas pour essayer de comprendre le système, etc. C'est vrai qu'il y a une politique volontariste de l'État français pour faire grandir, disons, on ne peut pas parler d'industrie, enfin les manufactures françaises, l'économie française. C'est vrai. Il y a même un travail sur l'outre-mer, par exemple, et ça qui est à contre-courant du sentiment des Français qui se sont toujours moqués de l'outre-mer
comme de leurs dernières chaussettes, il y a quand même un travail qui, d'ailleurs, qui explique pourquoi en Amérique, où la France est très présente officiellement, avec extrêmement peu de colons, parce que les Français n'aiment pas sortir de chez eux pour aller mourir de faim ailleurs. Et donc, on a la Louisiane, Louisville, Bâton Rouge, etc. Ça encore, alors ça avait commencé sous Louis XIII, mais ça encore, c'est du Louis XIV. Alors, on va quand même finir cet entretien passionnant, mais par une petite mesquinerie de Louis XIV, mais qui fait aussi partie de l'histoire. C'est qu'au début de son règne, un des grands intendants est le fameux Fouquet, qui se fait bâtir un château extraordinaire à Vaux-le-Vicomte. Allez-y. Vous attirez une riposte brutale. Hein. Vous l'avez cherché. Bon. Alors, c'était un escroc. C'était un escroc qui tenait les finances de la France, qui détournait de l'argent. Alors, je sais bien que la République aime ça, parce qu'elle en est remplie de gens comme ça. Donc, pour elle, c'est incroyable que le chef de l'État ait réprimé cette escroquerie. Quand Mazarin disparaît, perd le pouvoir, Colbert dit à Louis XIV, écoutez, il y a eu 2 grands escrocs en France, il y a eu Mazarin qui a détourné plein d'argent, et il y a Fouquet. Et Louis XIV, qui est encore une fois le plus grand de nos rois, et même, on a souvent dit, le modèle des rois dans le monde, dit, je ne sanctionnerai pas Mazarin. D'abord, il n'a pas d'enfant, et donc, après sa mort, tout reviendra à l'État. La bibliothèque Mazarine, par exemple, vient de là. Mais je sanctionnerai Fouquet parce qu'il n'a pas rendu les services éminents que Mazarin a rendus dans mon enfance à la France. Heureusement qu'il était là pour résister à l'affront des grands. Donc, il a puni Fouquet. Et c'est la République qui nous expose des choses complètement infantiles avec une visite de Louis XIV à Vaux-le-Vicomte. Tout ça payé sur le dos du contribuable, entre parenthèses. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres, disons, d'autres personnalités beaucoup moins importantes, mais qui dépendaient de cette sorte de ministère de surintendance des finances, qui ont été inquiétés. Ou bien, quand Louis XIV ne les a pas inquiétés, ils ont été en tout cas dépossédés de tout ce qu'ils avaient pris, parce qu'on ne pouvait pas non plus complètement couper la tête à tout le service de cette surintendance des finances, de ce ministère de l'économie. Mais en tout cas, il a donné un exemple, il a châtié un voleur, un escroc. Alors c'est vrai que cet escroc, avec l'argent des Français, avait fait venir, d'abord il avait fait construire cette merveille qui est Vaux-le-Vicomte, il avait fait venir les plus grands cuisiniers, les plus grands jardiniers, le nôtre, etc. Bon, Vatel, tout ce qu'on voudra. Et donc, ces gens-là sont ensuite, ils n'ont pas perdu leur job, c'est déjà pas mal pour la politique de l'emploi. Et ils sont venus à Versailles puisque précisément Louis XIV cherchait à créer un parc extraordinaire qui est le principal intérêt de Versailles à ses yeux, c'est le parc, c'est pas le château, c'est le parc de Versailles. Donc, il y a cette espèce de légende noire entretenue contre Louis XIV à partir d'une mentalité qui est la nôtre, où la malhonnêteté, le vol, la concussion et tout ce qu'on voudra sont habituels, sont normales. Eh ben non. À d'autres époques, d'ailleurs avant Louis XIV, je vous rappelle qu'on terminait au gibet de Montfaucon. Bon, il a condamné à vie, effectivement, à la prison à vie, le malheureux Fouquet. Et la seule chose un peu amusante, c'est que vous savez que Fouquet dans nos provinces françaises, c'est le surnom qu'on donne à l'écureuil. Donc il y avait l'écureuil, mais c'était la caisse d'épargne, la sienne. Hein, voilà, voilà. Et puis Colbert, bah, c'est la couleuvre. Hein, c'était des armes parlantes. Tous ces gens-là étant encore une fois des bourgeois en fait qui ont été appelés au pouvoir. Et alors évidemment la couleuvre a fini par attraper l'écureuil. La devise de Fouquet, je vous le rappelle, c'était Usque non ascendat. Jusqu'où ne montera-t-il pas? Ben voilà, jusqu'au retour de l'État où il a expié ses fautes. On appréciera votre candeur puisque vous avez la conviction que l'impôt n'est pas par principe un vol. Attention, en France, alors je vais vous répondre aux libertariens que vous êtes, évidemment,
c'est un dialogue extraordinaire entre un libertarien et un monarchiste, mais c'est surréaliste presque. Je rappelle qu'en France, l'impôt a toujours été illégitime s'il n'était pas consenti. C'est d'ailleurs pour ça que Louis XVI convoque les États généraux pour lever des impôts destinés à remplir les caisses de l'État vidées par la guerre des Amériques. La dernière guerre victorieuse que la France ait remportée contre l'Angleterre. Donc, il fallait effectivement, alors par l'intermédiaire de leurs représentants, mais il fallait demander au peuple la possibilité. On a fait la même chose après 1356 à la bataille de Poitiers, quand les Anglais ont attrapé notre bon roi Jean de Lebon. Eh bien, ils ont demandé une telle somme qu'on a créé le franc pour affranchir le roi, pour le libérer. Mais on ne l'a pas créé comme ça, c'est-à-dire qu'on a réuni des États généraux qui ont d'ailleurs failli mal tourner avec Étienne Marcel. Ça a failli, à 300 ans de distance, ça a failli être le 1789. Alors il y manquait, comment dirais-je, la guerre des esprits, voilà, idéologique et même religieuse, il y manquait ça. Mais il y avait déjà cette tentative. Donc la France, pour ça, s'est distinguée de beaucoup d'autres pays. L'impôt est consenti. Et il y a finalement, dans notre jeunesse, même si je suis beaucoup plus âgé que vous avez probablement connu l'époque où vous deviez vous-même déclarer la somme que vous aviez gagnée, y compris en tant que salarié, et signer, voilà, c'était le consentement, quoi. Alors maintenant, avec le qui a bien disparu, puisque, par exemple, l'aide à l'Ukraine n'est pas soumise absolument. Mais enfin, oui, bien sûr. Alors, attendez, là, vous voulez contrôler les dépenses, c'est autre chose. Là, je vous parle de... Un peu de choix. Oui, mais là, vous nous faites Étienne Marcel. Non, là, je vous parle de l'impôt. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas de l'argent comme ça aux Français sans leur demander leur consentement. Donc, non, il n'y a rien de naïf dans le fait de penser que Fouquet méritait son sort parce que c'était un escroc. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous continuions à remonter le temps et que la semaine prochaine, nous parlions d'Henri IV. D'accord. Qui a été un autre monarque qui a donné naissance à emblématique, oui. Voilà, emblématique de l'époque moderne. Merci beaucoup, Yves-Marie. Ce qui nous permettra d'expliquer pourquoi Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. On mettra ça dans la même capsule, je suppose. Ça fera le pont. Voilà. Ce sera le pont de Nantes. À la semaine prochaine. Au revoir.